Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, on est ravis de vous retrouver. C'est jeudi déjà. C'est jeudi, oui. Dis donc, le temps passe vite avec vous. Ah oui. On est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. Oui, et ça, c'est notre numéro de téléphone. C'est notre numéro de téléphone, le 0826 300 300. Bien évidemment, il y a un 26 quelque part. Mais vous le dites bien, C'est le numéro personnel de Cécile ou Oui, c'est absolument, c'est mon numéro de téléphone. C'est mon téléphone de maison. En fait, vous pouvez m'appeler 24h sur 24. Vous avez un petit problème de plomberie, de tout, vous m'appelez, il n'y a pas de problème, je serai forcément disponible. Non, mais c'est le même que j'utilise pour mes cheveux. Je comprends mieux. Voilà, alors. Ça tombe bien parce que moi je sais rien faire avec mes mains. Voilà, s'il peut y avoir de l'aide. dis donc, ça c'est une révélation. Allez, au sommaire de cette émission, Emmanuel Macron doit-il activer l'article 10 de la Constitution pour un nouveau vote à l'Assemblée nationale? Invité ce matin dans la matinale de Patrick Roger sur Sud Radio, la députée Valérie Rabault a rappelé, ou en tout cas a appelé Emmanuel Macron à utiliser cet article 10 de la Constitution pour sortir de la crise sur la réforme des retraites. Cet article permet sous 15 jours, après un vote, d'organiser un nouveau vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout à fait, Cécile, la députée donc PS et vice-présidente de l'Assemblée nationale, estime que, je cite, c'est une urgence pour la démocratie qui a besoin de pouvoir s'exprimer et regrette que le 49.3 ait dû être utilisé pour faire passer la réforme des retraites. Alors est-ce que pour vous, c'est un pis-aller? Est-ce que c'est une solution pour, vous me passerez l'expression, rattraper le coup, cet article 10 de la Constitution? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et donc à cette question, est-ce qu'il faut déclencher l'article 10 de la Constitution? Vous dites oui à 86%. La question, à partir de 18h30, les manifestations sont-elles un succès? D'après les chiffres de la CGT, 280 000 manifestants défilent aujourd'hui à Marseille, une mobilisation 2 fois plus importante que lors de la journée du 15 mars. Le regain de mobilisation est à l'ordre du jour pour la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Philippe. Oui, Cécile, et la tendance est la même partout en France. 40 000 manifestants à Nice, 30 000 à Toulon, 50 000 au Havre. À Toulouse, c'est paraît-il noir de monde. Il y a beaucoup de monde à Paris. Alors, est-ce que pour vous, comme l'a dit Philippe Martinez, l'objectif c'est de montrer au président que rien n'est réglé et que la colère est toujours là? Vous pensez qu'il faut continuer à manifester? Le 0826 300 300. Vous pensez que manifester ne sert à rien puisque la loi est passée? Le même numéro, le 0826 300 300. Est-ce que cette manifestation est un succès selon vous? Vous dites oui à 89%. Venez nous en parler. On vous invite à être avec nous jusqu'à 19h avec Philippe David. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Et nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole. Et la parole, elle est bien pendue chez Philippe Bilger. Comment ça va, Philippe? Très bien. Vous avez l'air en forme. Oui. Oui, ça va. Il est beau. J'ai pu parvenir à bon port. Oui. Je suis ravi. Sans trop de difficultés, Philippe Bilger? Non, j'ai été conduit. Mon petit chat. On sent qu'il y a de la bienveillance dans tout ça. Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et LCI. Ça va, Françoise? Je suis absolument heureuse de vous voir et je suis ravie parce que... En cette journée, surtout pour vous, j'imagine. En cette journée, parce qu'il y a du monde fou partout. Nos copains à Toulouse nous disaient on n'a jamais vu autant de monde. Le pont des Catalans, il va tomber à force. Il est large pourtant le pont des Catalans, oui. Je voulais juste dire quand même que les manifestants ont fait un honneur à Philippe Bilger de passer à 2 pas de chez lui. Il était même pas là pour les saluer à sa fenêtre. Telle la reine d'Angleterre. J'ai choisi entre les vraies voix et les The Queen faisant ça. Philippe Bilger, avocat général, salué par les manifestants. J'aurais aimé voir ça. C'est chic. Tu sais, arriver finalement comme ça à sa grande maturité, faire sa première manif de sa vie depuis son balcon, j'aurais aimé voir ça. Petit côté Michael Jackson, c'est vrai. Sur le tard. En tout cas, il est avec nous, c'est l'auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Notre auteur Tom Conan est avec nous. Ça va, Tom? Ça va pas mal. Un peu compliqué pour venir quand même. J'ai cru que j'allais pas pouvoir être là. Mais bon, ça m'a pas trop étonné non plus. Le métro, c'était très très compliqué. Du coup, j'ai dû prendre un taxi parce que moi, je suis quand même pour les transports en commun. Les transports individuels, c'est bien, mais à un moment donné. Mais quand il n'y a pas de transport en commun, faut de grives. Individuel à plusieurs. Voilà. Mais là, j'ai dû prendre un taxi en urgence, qui a été extrêmement efficace d'ailleurs, avec qui j'ai pu échanger, prendre le pouls un petit peu pour savoir ce qu'il voyait dans Paris. Et il écoutait Sud Radio ou pas? Il écoutait, en tout cas, je pense de temps en temps. En effet, on en a parlé, mais il sentait la tension. Et cette tension, elle est quand même présente dans tout Paris depuis des semaines maintenant.
Bon, on rappelle qu'à partir de ou les poubelles les deux. À partir de 18h30, on rappelle que sur place, on aura des correspondants. Oui, Paris, on aura Adeline Divou qui est en ce moment même à la manif de Paris. On fera le point sur la manifestation de Marseille qui a eu lieu ce matin avec Lionel Mayet. Donc les 2 premières villes de France en population. On ira prendre la température et inutile de dire qu'a priori il y avait vraiment beaucoup de monde et pas qu'à Paris et à Marseille. Alors on n'est pas tout seul, on a les vrais voix, mais on en a une 4e, 0826 300 300 et c'est Arnaud qui est avec nous. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Ravi de participer avec vous à cette émission. Et bon, on est ravis de vous accueillir. Arnaud, vous nous appelez de Bordeaux. Aujourd'hui à Bordeaux, ça va? Les pénuries d'essence, ça va ou pas? Je crois que c'est assez épargné. Je vous avouerai que je suis toute la semaine en Bretagne, donc je ne sais pas exactement où ça en est à Bordeaux. D'accord, donc vous avez de l'essence, mais vous n'avez pas de réseau. On ne peut pas tout avoir. Ça, c'est le problème. C'est bon. L'un ou c'est l'autre. Par contre, pour l'émission, le réseau est le plus important. Hein. Voilà. Vous pouvez pousser dès lors qu'il y a du réseau. Alors, on le dit souvent, Arnaud, il faut monter sur la cuvette des toilettes et mettre la main en l'air. Généralement, ça fonctionne. Si vous avez une colline, pas loin, vous êtes en Bretagne, ça va être compliqué. Peut-être une courte échelle, quelqu'un qui pourrait être dans le quartier. La seule chose qu'on vous demande, c'est effectivement, Philippe Bilger a raison, ne tombez pas. C'est tout ce qu'on vous demande. Ça peut valoir le coup, vous réagissez quand vous voulez. Allez, tout de suite, la chanson du jour. Il nous faut d'Elisa Tovati. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'Elisa Tovati, qui vient régulièrement chez notre ami Yvan Cujus, fête ses 47 printemps aujourd'hui. Et donc on lui souhaite un excellent anniversaire. On aura fêté l'anniversaire du show business en entier dans cette émission. Il faut vraiment écouter l'émission d'Yvan. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis en plus, quand vous arrivez pour faire les vraies voix, tac, vous tombez sur. Vous savez ce qu'il faisait? C'est incroyable. Vous savez, vous connaissiez le métier de Yvan Cujus avant? Oui, je ne sais pas. Non, il est prof de physique. Absolument. Ouais, c'est intéressant. Et il est très bon. Il a cette pédagogie musicale qui est intéressante. Vraiment, et puis en plus, je pense qu'il a beaucoup de talent. Non, mais vraiment, moi, on n'écoute pas assez. Il faut vraiment dire à Sud Radio, il se passe quelque chose vraiment tous les soirs aussi en termes de musique. Ça me fait vraiment penser à une grande radio que j'ai tellement aimée. Je vais vous dire, Françoise, l'avantage, c'est que sur Sud Radio, du matin au soir, il se passe quelque chose. Non, mais je sais bien, mais vraiment, ça m'a. Il y a toutes les stars, hein, mais c'est vrai que l'autre fois, par hasard, je tombais sur Patrick Bruel. Il y a tout le temps, tous les goûts sont représentés. Il y a des jeunes, il y a des gens plus confirmés. C'est un super show. Mais même dans les vraies voix. Bien évidemment, mais ça tombe bien, c'est l'invité de ce soir, Patrick Bruel. Absolument. C'est parfait. C'est full connecting people. J'ai l'impression qu'il faut aller chercher le défibrillateur pour Françoise Degois. Quand elle a entendu Patrick Bruel l'invité de ce soir, c'était comme ça. Vous avez frétillé, Non, vraiment, j'aime le côté très populaire de Patrick Bruel. Ça me plaît toujours, les chansons. Mais oui, mais vous savez, tout change à partir de cette chanson pour lui. C'est-à-dire que c'est la rencontre entre quelqu'un et un public, c'est vrai. Non, mais il est impressionnant. Hein. C'est quelqu'un qui a une longévité en plus il se renouvelle. Donc il est très humble, je trouve, dans l'approche qu'il a en tout cas de son métier. Alors on parle pas d'Emmanuel Macron, vous avez bien compris qu'on parlait de Patrick Bruel. Merci en tout cas. De toute façon, on lance un défi, Philippe Bilger et moi, Yvan. Voilà. Le seul défi que nous lui lançons, Yvan, t'es même pas capable de nous amener Goldman un jour. Parce que là, je peux te dire que si tu nous amènes Goldman, alors si tu veux voir des gens à Pamoison, tu nous regardes. C'est le feu. C'est le feu. On invite Goldman et s'il est là, je sais pas ce que je fais. Mais vous connaissez, excusez-moi, vous connaissez le nom de famille d'Yvan? Non. Vous connaissez? Cujus. Non, c'est Dely. Yvan Dely. Yvan Dely. Oui, pas mal. Ou des disques. Yvan Dely, oui, chez Maison de la Literie. Allez, on arrête parce que là. Dely, où ils vendent des machines. Oui, c'est ça. C'est vraiment son nom. Mais allez, c'est le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Allez, un peu de sérieux. Monsieur le procureur veut requérir contre ceux qui ne parlent plus à personne depuis le Covid. Je voudrais réunir très rapidement Cécile et Philippe, les gens dont on a constaté qu'ils ne parlaient plus, qui n'ont pas renoncé au monde, mais comme le dit une très belle formule, qui regardent ce qui se passe de leur fenêtre, qui n'osent plus parler à personne, et ça m'a fait penser à la politique, notamment à une phrase de Mitterrand qui disait « La politique, c'est parler aux gens ». Et j'y ai pensé puisque hier, on a une remarquable émission grâce aux chroniqueurs qui étaient là. Je ne parle pas de moi, je parle des deux autres.
On avait compris. Et on a compris dans toutes les interventions, ça m'a beaucoup frappé, que les gens qui critiquaient avec virulence Emmanuel Macron disaient en gros, il ne nous parle pas. Et donc je me suis permis de rapprocher les deux en disant certains ne parlent pas parce qu'ils sont déprimés, ils regardent le monde de leur fenêtre, et en politique, manifestement, ce président ne parle pas aux gens alors que c'est le fond même de la politique. Françoise Degois. Oui, j'ai lu cette enquête, c'est très intéressant. Merci d'avoir soulevé ce sujet. Je suis un peu tombé de ma chaise parce que je ne pensais pas que le Covid avait laissé des traces pareilles sur le plan des liens sociaux, des traces aussi durables. C'est ce que je veux dire. Des traces, il y en a eu, mais aussi durablement, non. Je n'imaginais pas que des gens étaient rentrés en eux-mêmes à ce point et n'arrivaient plus à en ressortir. Après, sur Emmanuel Macron, je pense que le parallèle est tout à fait exact. Il se parle à lui-même. Il s'aime, il est extrêmement content de lui. Il aime ce qu'il est. Il adore sa parole performative. Et d'ailleurs, elle est tellement performative qu'on voit le résultat aujourd'hui. C'est pas la peine de revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron. Je crois qu'on a tout dit. Mais c'est vrai que la politique, le rapport aujourd'hui des politiciens au peuple, c'est un peu un rapport de psychanalyste à patient. Vous savez, Freud, il parlait de la cure. Le divan en moins. Voilà, la cure par la parole, justement. Et effectivement, c'est un peu ça. Je suis assez d'accord. Aujourd'hui, on est abondé, effectivement, par les médias et par la communication directe des politiques sur les réseaux sociaux de messages sous forme écrite, audio, visuelle, etc. Et ensuite, on doit les recevoir, un petit peu les comprendre, les appréhender, voir si on peut y adhérer ou pas. Et en effet, cette rupture, elle est sur l'intégration du message. On n'arrive plus à être en connexion avec cette personne, pourtant, avec ce président. Une société, on était en ce qu'on appelait le 1.0. Aujourd'hui, 2.0, c'est un aller-retour. Donc ça veut dire que c'est l'essence. J'ai l'impression que Macron, effectivement, il comprend pas un point. Pourtant, il est très moderne, entre guillemets, sur certains aspects. Mais il est très archaïque dans sa pratique du pouvoir, et notamment sur la question de la verticalité. Effectivement, il gouverne un peu à l'ancienne, comme un roi. Sauf qu'aujourd'hui, les gens n'y veulent plus de roi, même si les institutions de la 5e République sacrent toujours un roi pour 5 ans désormais, lors de chaque élection présidentielle. Mais voilà, c'est plus ce que attendent les gens aujourd'hui. C'est le vrai problème. Je pense que seule l'intention compte. Vous savez, ce que les gens captent, c'est le cœur. Il y a un très vieux texte bouddhique hindou qui dit « Seul le cœur importe vraiment ». Et cette phrase a l'air extrêmement simple, mais elle est très puissante parce que le cœur, c'est l'intention. Seule l'intention compte vraiment. Quelle est mon intention quand je m'exprime ? C'est pas d'où je parle, c'est quelle est mon intention. Et je pense que les gens, les êtres humains sont des êtres sensitifs, capte absolument l'intention ou la non-intention. Il y a des moments quand même de vérité en politique. Moi, je peux pas laisser dire que tous les politiques sont des robots. Mais François Degois, voilà. Mais vous n'avez pas le monopole du cœur. Voilà. Non, mais vous non plus. Voilà, personne d'ailleurs. Vous n'avez pas du tout. Vous savez ce qu'on dit, c'est celui qui dit qui est. Allez, on reste dans quelques instants. On va revenir sur cet article 10 de la Constitution dont a parlé ce matin Valérie Rabault chez Patrick Roger. Voilà, de se dire, est-ce que finalement il doit l'activer, cet article 10 ? Vous savez, s'il y a un nouveau vote, ce serait un nouveau vote à l'Assemblée nationale. Vous nous répondez 0826 300 300. Vous réagissez bien entendu, et sur notre question du jour, vous répondiez d'un grand oui à 86%. On reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Si vous avez choisi d'écouter Sud Radio, vous avez bien fait, parce qu'ici vous êtes chez vous. On sait que maintenant vous restez plus longtemps, plus dans la durée, toute la journée. Vous écoutez la matinale, vous écoutez Jean-Jacques Bourdin, vous écoutez André Berkoff, vous écoutez Brigitte Lay, vous écoutez Trina Magdine, vous écoutez notre ami Yvan Cugis, vous écoutez Jacques Pessis. Vous écoutez les vraies voix, mais sans Philippe David. Ouais. Dire que les gens coupent quand je parle. Le week-end. Il y a un truc sur la radio. Clic. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux, ça sent, ça nous fait plaisir et ça nous donne envie, en tout cas, de vous informer, de vous ouvrir le micro toute la journée. 0826 300 300. Dans quelques instants, on va revenir sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit activer cet article 10 de la Constitution dont parlait Valérie Rabault ce matin chez Patrick Roger pour un nouveau vote à l'Assemblée nationale? Vous dites oui à plus de 87%. Ça, c'est une majorité. Bienvenue à tous. Tout de suite, 3 mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Félix, bonsoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Les 3 mots dans l'actu sont manifestations, poubelles et carburant. 800 000 manifestants à Paris selon la CGT. C'est le plus gros chiffre avancé par le syndicat depuis le début du mouvement. Au lendemain d'une interview présidentielle qui ne passe pas, les poubelles s'entassent sur les trottoirs. Côté carburant, après Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, le gouvernement envisage aussi des réquisitions à la raffinerie de Normandie. 15% de stations-service en souffrance dans le pays. Les vraies voix Sud Radio.
Les Rosis. Oui, les Rosies en bleu de travail et gants jaunes. Elles donnent de la voix du côté d'Angers, ici au micro de nos confrères de Ouest France. Une réforme des retraites adoptée par 49.3. Un président qui fait le service après-vente à la télé. Hier, l'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que ces manifestants marseillais ne l'entendent pas de cette oreille. Peu importe de toute façon l'interview qu'il a fait, on comptait venir parce que de toute façon on n'attendait rien par rapport à son discours. En gros, hier, il a dit je m'assois sur le peuple. C'est passé un 49.3. Ouais, mais c'est trop facile, il s'est arrangé avec ses amis. Mais on lâchera pas l'affaire. Hein. Nous, on est chauffés à bloc, mais on casse rien. Et il va craquer. Avec ces manifs-là, même s'il faut aller plus loin, franchement, nous, on ira plus loin. Bloqué, si ça marche pas, on ira plus loin. Il finira par entendre, on va même lui percer les tympans. Avec des blocages, les étudiants qui se mettent à manifester, ça va venir des soulèvements. Hein. N'importe comment, la solution aujourd'hui, vu l'attitude qu'on a en face, c'est le durcissement, il n'y a pas d'autre solution. L'économie, elle en prend un coup, il n'y a que ça qu'ils entendent. Après, ça dépend de ce qu'on entend par la radicalisation, quoi. Si radicalisation, c'est tout brûler, je pense que l'idée, c'est pas ça, quoi. Nous, on est là pour jusqu'à ce que ce soit retiré. Voilà, il y aura des actions, il y aura d'autres manifestations, ça va continuer. Hein. Il faut continuer sous toutes les formes. Des manifestants marseillais au micro Sud Radio de Lionel Maillet. Ils étaient 280 000 à Marseille selon les syndicats, beaucoup moins selon la police, 15 000. Du côté de la capitale, en tout cas, oui, ça fait un gros écart. Du côté de la capitale, jamais la CGT n'avait revendiqué un tel chiffrage à Paris depuis le début du mouvement. 800 000 manifestants, quelques incidents, des feux de poubelle, des CRS massés face à des barricades, des feux de poubelle, des tensions qui ne semblent pas inquiéter Valérie. J'ai pas peur en fait, je crois que je le souhaite, hein, parce que si c'est ça au bout du bout, s'il faut que ça se fasse dans la violence, bon il n'y a pas grand chose qui se soit fait dans la douceur, hein, jusque là on a l'histoire quand même pour nous, et si ça doit aller jusque là, bah, que ça aille jusque là. Donc la cohésion elle est dans la rue aujourd'hui, elle n'est pas du tout avec le gouvernement et les gens qui le représentent. Il n'y a plus de débat de génération où ah c'est toi le méchant, ou toi le baby boomer, mes parents qui ont fait que machin, non. On est là pour construire un monde meilleur, il faut une nouvelle constitution tout simplement, et on prend pas les choses, on fait pas une réforme des retraites à la marge. C'est pas là le truc, c'est qu'il faut tout remettre à plat. Des propos recueillis par Adeline Divou. Adeline qu'on va retrouver en direct avec Lionel Maillet à Marseille à 18h30 dans Les Vraies Voix pour revenir sur cette journée de mobilisation. En tout cas, parmi les petites phrases qui ont bien du mal à passer hier, la foule n'a pas de légitimité face aux élus selon Emmanuel Macron, de quoi agacer le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Elle est légitime la foule, parce que la foule c'est le peuple. C'est-à-dire c'est ceux qui vont subir les effets de cette loi injuste. Donc ils sont plus que légitimes parce que c'est eux qui vont travailler 2 ans de plus. Donc eux ils connaissent leur boulot, ils savent les conséquences sur leur santé, sur leur vie de travailler 2 ans de plus. Donc ils sont plus que légitimes. Et aux côtés de Laurent Martinez et aux côtés de Philippe Martinez, son homologue de la CFDT, Laurent Berger, pas plus convaincu que ça par l'invitation du président à tourner la page pour parler réforme du marché du travail ou bien réforme de l'indemnisation du RSA. Vous voyez bien, on ne peut pas tout d'un coup ne pas avoir eu le moindre message, la moindre écoute, la moindre audience avec le président de la République, la première ministre, le ministre du Travail durant ces 2 mois et demi, plus de 2 mois et demi aujourd'hui, presque 3 mois, et qu'on nous dise, bah écoutez, est-ce que vous voulez venir dans 2 jours, là on va discuter d'autres sujets que les sujets de retraite. Non, c'est pas raisonnable. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, au micro de l'agence France Presse. La colère ne descend pas, Philippe Bilger. J'aime beaucoup décidément ce Laurent Berger, même si malheureusement, mais on parlera de ça plus tard, je crains que ce mouvement ne débouche sur rien de concret par rapport à ses attentes. Laurent Berger a une très belle formule lorsqu'Olivier Dussopt voulait le faire venir. Il a dit la moindre des choses, c'est de respecter un délai de décence. Ouais, Laurent Berger, vous n'avez pas de micro. C'est assez étonnant ce qui se passe. Je disais à mes petits camarades que vraiment on peut comparer avec tous les politologues et les sociologues. Jamais un mouvement ne s'est déroulé comme cela en France. Jamais une unité syndicale a tenu à ce point. C'est incroyable aujourd'hui encore. Jamais les manifestations n'ont continué après le non-vote. Normalement tout s'arrête. La parole présidentielle. C'est hyper impressionnant ce qui se passe. Moi, je suis, honnêtement, ça fait 25 ans qu'on observe la vie politique et qu'on la commande et qu'on la suit et qu'on fait des reportages. Je n'ai jamais vu ça. Sur Laurent Berger, dernier point, je vois bien la petite musique qui est vendue par l'Élysée maintenant et qui est reprise en boucle sur beaucoup de plateaux. La haine de Laurent Berger est telle que c'est un obstacle à la négociation. Ça, c'est une manière de décrédibiliser le mouvement social. Bien sûr que Macron et Berger ne partiront pas ensemble en vacances, mais mettre en avant une supposée détestation de Berger qui bloquerait les négociations
manifestation, c'est absolument indigne. On voit bien les petites manips qui aboutissent nulle part. Je pense que aussi ce qui se passe, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Françoise, et c'est assez unique en effet, c'est tout à fait inédit, mais aussi il y a une réserve derrière qui est en fait les gilets jaunes. Les gilets jaunes, pas oublier qu'aujourd'hui effectivement ils représentent pas forcément quelque chose de structuré, néanmoins ils existent encore dans les esprits, dans les chaumières, et là je crains, après ça serait peut-être une bonne chose, tout dépend les questions stratégiques qu'on a en tête, mais que ça se réveille et que ça prenne ensuite la même tournure, avec ensuite derrière éventuellement des violences, mais c'est pas le cas aujourd'hui en tout cas. Mais en tout cas, cette colère, elle peut encore s'envenimer et aller beaucoup plus loin. Les gilets jaunes, c'est très récent, hein, c'est encore très présent, très frais dans les esprits. Une mobilisation globalement en hausse aujourd'hui, à en croire les chiffres des grévistes, Félix. Oui, par exemple, plus de 15% d'agents de la fonction publique d'État se sont déclarés en grève, 15% contre un peu plus de 3% le 15 mars. La grève des éboueurs parisiens a, elle, été repoussée au moins jusqu'à lundi. 9500 tonnes de déchets dans la capitale. Et n'en déplaise à Saïdou, au micro Sud Radio de Clément Arion Saïdou, qui tient un restaurant italien. Honnêtement, ça se passe très très mal, hein. Je ne veux pas vous le cacher, depuis la grève des poubelles, on n'a pas trop de clients. Là, ça fait à peu près 2-3 semaines où la restauration, c'est mort. On n'arrive pas à remplir le resto. Même les habitués, ils viennent plus. C'est un peu compliqué avec les poubelles juste en face, comme vous le voyez. Donc, j'espère que ça va s'arranger le plus rapidement possible. Il y a vraiment une grosse baisse de la fréquentation depuis 2-3 semaines. Ça se ressent sur les factures, sur le chiffre d'affaires, sur pas mal de choses d'ailleurs. Et je pense que on aura des manques à gagner par rapport à ça. Et il faudra bien serrer la ceinture le temps que ça passe. Côté carburant, la raffinerie de Normandie, quant à elle, refuse la reprise du travail alors que sont envisagées des réquisitions comme à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. La pénurie d'essence et de diesel en station-service augmente à 15% de stations-service qui manquent d'un carburant en France. 7,5% même de stations-service complètement à sec. On en reparlera bien entendu dans notre grand débat à partir des 18h30. Félix Mathieu, on vous retrouve tout à l'heure pour le clic, et dans quelques instants le grand débat du jour sur le fait que Macron doit-il ou non activer l'article 10 de la Constitution pour un nouveau vote à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça peut apaiser les manifestants? Est-ce que ça peut changer quelque chose? 0826 300 300, pour l'instant c'est un grand oui à 87% sur cet article 10. A tout de suite et bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h avec Françoise Degois, avec Philippe Bilger, avec Tom Conan. À partir de 18h30, nous serons en direct des manifestations avec nos reporters sur place, Philippe. Adeline Divou de Paris, et on aura Lionel Maillet à Marseille. Alors il y en a. Là, l'accent des manifestants n'est pas le même. Voilà, absolument. En tout cas, des manifestations, il y en a un petit peu partout en France aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez témoigner si vous y êtes encore. 0826 300 300. On sera ravis de vous accueillir et même si vous ne manifestez pas à Paris ou à Marseille, mais à Dunkerque, à Perpignan, à Hendaye, à Narbonne, où vous voulez. Hein. Voilà, vous nous appelez d'où vous êtes. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Il n'y a jamais eu autant de gens dans les rues, il n'y a jamais eu une pareille opposition au Parlement, et il annonce posément qu'il ne changera pas de gouvernement. Il faut absolument que le président de la République entende que quand il y a un pays qui est en désaccord profond, qu'il y a effectivement des manifestations, il faut qu'il ouvre une voie démocratique. Et donc il faut entendre ce besoin de justice. Moi je l'entends. Sur l'article 10, il a 15 jours pour dire, bon écoutez, j'entends le pays, j'entends le peuple français, je redemande un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et là, au moins, l'Assemblée nationale aura pu au moins une fois voter sur ce texte. Vous venez de l'entendre, c'était Valérie Rabault ce matin au micro de Patrick Roger dans la matinale de Sud Radio. La députée a appelé Emmanuel Macron à utiliser l'article 10 de la Constitution pour sortir de la crise sur la réforme des retraites. Cet article permet donc sous 15 jours un vote et d'organiser un nouveau vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, Philippe. Tout à fait. La vice-présidente PS de l'Assemblée nationale estime que, je cite, c'est une urgence pour la France qui fait actuellement face à une situation de blocage démocratique. Ce qui n'est pas normal selon elle, c'est que le gouvernement ait utilisé le 49.3 pour une réforme des retraites. Alors vous êtes d'accord avec ça? Il faut appliquer l'article 10. Peut-être voulez-vous autre chose, je sais pas, un RIP, un référendum initiative partagée. Vous espérez, vous mettez des cierges pour une censure du Conseil constitutionnel. On vous attend dans tous les cas de figure au 0826 300 300. Pour l'instant, vous voulez qu'à plus de 86% que Emmanuel Macron active l'article 10 de la Constitution. Ça vote énormément sur nos réseaux sociaux. Pour en parler, notre invité Didier Mauss est avec nous, conseiller d'État et expert en droit constitutionnel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. D'abord un tour de table avec notre ami Philippe Bilger sur cet article 10 ou un autre outil démocratique. Alors, je vais être un peu un rabat-joie sur le plan de l'enthousiasme. Pas votre genre. D'abord, je considère que Sud Radio a fait bien de poser cette question. Je ne suis pas étonné par le score énorme que les auditeurs ont choisi en disant il faut que l'article 10 soit utilisé. Oui. Mais pour ma part, je prends un risque, d'ailleurs très modeste en ce qui me concerne. Je suis persuadé qu'il ne sera jamais mis en œuvre par le président de la République. Je ne dis pas que celui-ci, depuis le début, est habile. C'est le contraire. Il a annoncé d'emblée ce qu'il ne ferait pas. Le discours d'hier, je l'ai trouvé mauvais. 8% des Français ont été convaincus par le discours d'hier. Vous vous rendez compte? Ça fait peu. Contre 95 qui ne l'ont pas trouvé, 94 qui ne l'ont pas trouvé, à 92 absolument. Et donc là-dessus, je termine. Il n'y aura pas d'article 10. Alors si vous nous écoutez, que vous êtes dans les manifestations et vous voulez revenir justement sur cet article, 0826 300 300 En tout cas, c'est une solution puisque c'est la première fois qu'un texte n'est pas voté une seule fois par l'Assemblée nationale. Je ne suis pas d'accord avec Philippe, mon ami Philippe, sur... Philippe tout à l'heure disait il va tenir. Moi je dis bien sûr, constitutionnellement il peut tenir. Il est là pour 4 ans, il a une majorité relative, mais après vous avez l'esprit des institutions, vous avez la réalité politique. La réalité politique, c'est que c'est la première fois... c'est la rue. C'est la rue, mais dans le bon sens du terme. C'est pas la rue qui casse, c'est pas la rue qui fracasse, c'est une union syndicale. La France est une grande démocratie sociale. On oublie toujours qu'elle est une démocratie sociale. Vous avez une opinion qui est vent debout. Et là, on a vu un glissement. Ce que Emmanuel Macron n'a pas abordé hier, c'est la question démocratique. Le glissement aujourd'hui dans la rue, c'est non seulement la réforme, mais en plus de ça, la méthode. C'est aussi des gens qui disent nous ne voulons plus être gouvernés de cette manière-là. C'est ça qu'il faut entendre. Je sais bien qu'il ne l'entend pas jusqu'au moment où les faits vont faire qu'il va l'entendre. Les faits, c'est pas forcément comme les gilets jaunes qui cassent l'Arc de Triomphe ou qui le menacent même au Puy-en-Velay où là on voit bien qu'il bouge parce que il est menacé physiquement. Sa personne est menacée aussi au Puy-en-Velay. Il a peur. Mais les faits, c'est cette espèce de foule tranquille qui avance inlassablement déterminée. Eh bien, ça, c'est un fait politique de nature à l'obliger à bouger même s'il ne veut pas. Moi, je pense effectivement qu'il a un gros problème de légitimité. C'est un énorme souci qu'il va avoir à partir de maintenant. J'ai regardé effectivement hier aussi le débat, comme Philippe le disait, ça m'a un petit peu halluciné. Je pensais qu'il serait allé un petit peu quand même C'était une interview plus qu'un débat. Oui, voilà, une interview. Mais voilà, je pensais pas qu'il aurait fait son mea culpa, mais en revanche, voilà, j'aurais imaginé quand même un autre discours. Finalement, en fait, il est droit dans ses bottes, il change absolument rien et il veut très vite passer à d'autres sujets. On le voit sur l'immigration, sur l'international, sur d'autres sujets. Mais je pense pas que cette stratégie passera. Encore une fois, cette loi déjà sur le fond, elle était très contestée. Ensuite, s'il y avait eu un vote normal, bon, bah, la contestation aurait pu effectivement s'éteindre relativement rapidement. Mais là, comme le vote n'a pas été normal, même si l'article 49.3 il existe, et ça ne pourra pas passer. Les gens n'avaleront pas cette pilule. Le vote pour vous n'est pas normal. Ou normal d'ailleurs, appelez les 0826 300 300. Déjà, Didier Mauss, pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension de cet article 10, qu'est-ce qu'il dit, cet article 10 de la Constitution ? Il dit d'abord qu'il faut que le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours qui suivent son adoption. Ce délai étant évidemment suspendu lorsque le Conseil constitutionnel est saisi, ce qui est le cas aujourd'hui, donc on a un petit peu de temps devant nous. Et deuxièmement, il dit que le président de la République peut renvoyer la loi pour une nouvelle délibération devant le Parlement, que celle-ci ne peut pas être refusée. Alors c'est arrivé 3 fois dans des circonstances un peu originales. Une fois, la loi a simplement été, comme on dit, satellisée. Elle a disparu de l'ordre du jour. Donc en réalité, on est dans un problème de calendrier. Bon, il faut quand même pas, il faut prendre les choses dans l'ordre. Bon, je veux dire, le Conseil constitutionnel est saisi. Bon, il va rendre sa décision dans 3 semaines ou 1 mois, moins quelques jours. Je ne savais pas si la procédure d'urgence a été déclenchée ou pas. J'ai l'impression qu'elle ne l'a pas été. Oui, elle l'a été. Le gouvernement a demandé la procédure d'urgence. Donc ça veut dire que c'est 8 jours. Il l'a demandé ? Oui, il l'a demandé. Elisabeth Borne l'a demandé hier. Parce qu'il y a eu des rumeurs contradictoires. Ah, bon, peut-être que si. Il l'a demandé, il y en a pour 8 jours. Honnêtement, je considère que c'est une erreur de demander la procédure d'urgence.
Bon, parce que ce texte est compliqué, il y a beaucoup de choses. Je regardais certaines saisines, il y a matière, j'allais dire, à travailler pour les membres du Conseil constitutionnel. Donc je crois qu'il faut donner un petit peu de temps au temps, comme aurait dit François Mitterrand. Et puis il y a aussi le référendum d'initiative partagée qui est dans le circuit. Le Conseil constitutionnel est également saisi de la constitutionnalité de la proposition de loi à soumettre à ce référendum. Alors il faut savoir dans quel ordre les choses vont se passer. Bon, et vous pourrez imaginer que si le Conseil constitutionnel donne son aval au référendum d'initiative partagée, ce qui à mon avis devrait être le cas parce que je ne vois vraiment pas où seraient les motifs d'inconstitutionnalité, eh bien, il serait prudent, j'allais dire, de renvoyer la loi et d'attendre les résultats de ce référendum d'initiative partagée ou de savoir si en tout cas la procédure peut continuer avant de promulguer la loi. Bon, alors on va me dire, on a le précédent de l'aéroport de Paris il y a quelques années, où dans une situation de ce type, on avait promulgué la loi malgré le recueil des signatures pour le référendum d'initiative partagée. Mais la loi de l'aéroport de Paris, c'était très différent. C'était une autorisation donnée au gouvernement. Il ne s'en est pas servi. Et quand vous dites « peut faire quelque chose », vous n'êtes jamais obligé de le faire. Parce que là, la loi sur les retraites, elle est impérative si elle est promulguée. Il y a des délais, notamment au mois de septembre, et on sait très bien pourquoi ces délais ont été inscrits dans la loi. Donc, on est dans une situation originale, incertaine, nouvelle, tout ce qu'on veut, et je ne parle pas du contexte politique, vous l'avez dit les uns et les autres. Moi, je n'ai pas regardé le président de la République hier, donc je n'ai pas l'avis des uns et des autres, parce que très honnêtement, je n'ai plus envie de le regarder. Faut être clair. En train de manger tranquillement. Ça sonne beaucoup au 0826 300 300, mais une petite question, Françoise, et après question à Didier Mauss sur l'esprit des institutions. Quand beaucoup de gens disent finalement il peut tenir, il peut continuer, il peut arriver à enjamber le problème. Il n'y a pas que Philippe Bilger, il y a beaucoup de gens qui le disent. Est-ce que vous pensez véritablement, vous, que c'est possible? C'est-à-dire que finalement la réalité politique ne rattrape pas l'esprit des institutions? Cours Didier Mauss, parce qu'on a beaucoup d'appels. On a beaucoup d'appels. Attendez, 30 secondes là-dessus. Le 49 alinéa 3, il faut quand même savoir d'où ça vient. Ça vient de la fin de la 4e République. C'est pas une invention de la 5e République. Le principe est né sous la 4e République. C'est de dire, on fait un lien entre l'adoption d'un texte et le renversement du gouvernement. Et soit vous laissez passer le texte, soit vous renversez le gouvernement. C'est ce qui s'est fait, j'allais dire. Bon, le gouvernement n'a pas été renversé, peu importe qu'il y ait eu 9 voix, 15 voix, 20 voix. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça n'a aucune espèce d'importance. Le résultat est là. On rappelle traditionnellement qu'en 2008, la révision constitutionnelle de M. Sarkozy a été adoptée à 2 voix de majorité. Donc, j'allais dire, l'écart n'a pas d'importance. Mais c'est ça l'esprit de la Constitution, c'est de mettre les députés devant leurs responsabilités. Alors, on dit, il n'y a pas eu de précédent. Si, il y a des précédents, y compris au début de la 5e République, il y a des lois qui n'ont jamais été votées. On part au 0826. Négativement au Sénat. Là, on a quand même un cas de figure intéressant parce que la loi a été votée positivement au Sénat et considérée comme adoptée à l'Assemblée nationale. D'accord. 0826 300 300, Arnaud est avec nous, qui veut réagir. Arnaud? Oui, Arnaud. Oui, ben écoutez, merci. Je pense capter un peu mieux que tout à l'heure. J'ai écouté vos conseils. Je suis en haut d'un château d'eau. Alors, c'est bien. Tant mieux. Je capte, je me mouille, mais non, mais écoutez, moi je pense que honnêtement, vous rêvez. À mon avis, jamais ça se fera. Donc voilà, je pense qu'il s'en fout réellement de ce que le peuple pense, d'avoir plus de légitimité démocratique. Voilà, donc ça serait très bien dans une démocratie normale. En effet, ça appuierait cette décision. Mais là, honnêtement, à mon avis, quand on est capable de dire venez me chercher ou, enfin voilà, on dirait plus qu'il veut mettre les feux aux poudres qu'autre chose au lieu d'essayer je dirais de calmer le pays. Quoi. Voilà. Et surtout, un petit mot. Surtout, il me semble qu'en fait, la décision du Conseil constitutionnel, évidemment aussi importante qu'elle soit, sur le plan du fond du droit, ça changera rien dans l'esprit des gens, puisque c'est pas une institution démocratique. Non, mais ça dépend. À proprement parler. Si elle censure la loi. Si elle censure la loi, bien sûr. Mais si elle ne censure pas la loi, ça ne changera rien. Bien sûr. Parce que c'est une instance non démocratique. Didier Mauss, je vous ai déjà entendu sur d'autres antennes il y a quelques jours. Puis-je vous demander, vous avez dit les moyens utilisés par le gouvernement, évidemment, sont constitutionnels, sont légaux. Comment comprenez-vous tout de même qu'une forte majorité trouve que l'utilisation de ces moyens est totalement
discutable, pour ne pas dire plus. Est-ce que vous accepteriez le fait qu'on pourrait tout de même parler d'un déficit démocratique ou pas? Alors, dédié au secours, parce qu'on va repartir après au 0826 300 300. Je suis pas sûr d'utiliser le mot déficit démocratique, parce que déficit démocratique, ça voudrait dire qu'on n'a pas respecté les règles constitutionnelles. Or là, on les a respectées, il faut être honnête, de A à Z. Ce qui était possible, c'est que le gouvernement avait une autre possibilité. C'était celle de ne pas utiliser l'article 47-1, c'est-à-dire un projet de loi de financement de la sécurité sociale, et faire une loi normale. Bon, il ne l'a pas fait, mais on ne peut pas reprocher, du point de vue juridique, à un gouvernement d'utiliser une solution A plutôt qu'une solution B, si la solution A est plus efficace pour lui. Voilà. Alors, c'est vrai que le débat a été un peu biaisé, pour différentes raisons. Ceux qui disent que le débat n'a pas eu lieu sont ceux qui ont aussi déposé des milliers d'amendements. Faut bien voir les choses comme elles sont et qui n'ont pas facilité la discussion. Ce qui est évident, et ça je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est que nous sommes dans une situation d'incompréhension totale, mais totale, entre le président de la République et les syndicats. Moi, j'ai été très frappé dans l'interview de M. Martinez hier soir, dans Le Monde, qui est son interview de départ, puisqu'il quitte ses fonctions ce week-end, où il dit le président de la République nous a marché dessus. C'est vrai. C'est vrai. On part. Allez, on part. On repart. Restez avec nous, Didier Mauss. Michael est avec nous. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Michael. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais simplement vous dire, en rebondissant sur ce qu'a dit Philippe Bilger, il n'y a eu aucun déficit démocratique. En effet, sans m'appesantir là-dessus, parce que tout a été fait dans les règles, vous venez de l'entendre. Ce qui se passe, c'est que vous avez aujourd'hui, et depuis quelque temps, c'est là que le président Macron a commis une grosse erreur. Il a mis en place une stratégie qui ne vaut pas, c'est-à-dire laisser les perturbateurs, les black blocs, depuis très longtemps. C'est-à-dire un déficit d'autorité qui a fait un renversement, un glissement de la gauchisation de la population en montrant que finalement, on pouvait gratter du pouvoir au pouvoir. Et là, il a commis l'erreur fatale parce que depuis le temps que les Black Blocs interviennent et qu'on ne les arrête pas, je suis désolé, quand on travaille pour les renseignements, j'ai entre autres cotisé là-dedans, on sait très bien qui fait quoi. Si on ne sait pas, c'est qu'on est out, on est complètement hors sol. Est-ce que donc, attendez, une seconde, je vous en prie. Ce glissement à gauchiser a donné une latitude, une marge de manœuvre, donc qui a fait que le cumul de ces marges de manœuvre se termine par une prise du pouvoir, quasiment une inversion des valeurs où la population aurait la légitimité de casser, voire même de réfuter toutes les lois, toutes les réformes. Si Macron... Non, moi, je vais répondre. Michael, en une seconde, je réponds. D'abord, je ne sais pas de quoi vous parlez. Les manifestations de la vie générale, y compris la majorité, sont exceptionnellement calmes, unies. Je vois pas où vous voyez la gauchisation. Vous avez des gens de droite dans les manifestations, vous avez des familles. Ça, c'est le premier point. Vous parlez de Black Blocs parce que vous parlez des Gilets jaunes. Il n'y a pas de Black Blocs dans les manifestations. Justement, elles se caractérisent par ce mouvement. Ce mouvement social se caractérise par cela. Et troisième point... Vous pouvez pas dire ça, Françoise, il y en a quand même un petit peu... Non, le soir, mais sur les grandes manifs, absolument pas. On a tous salué ici Laurent Nunez, donc il faut vraiment arrêter avec ça. La gauchisation, je ne vois pas où vous la voyez, ça appartient pas à la gauche, les manifestations. Et le troisième point, sérieusement, vous n'allez pas partir dans le couplet de la foule illégitime, sinon arrêtons tous de fêter le 14 juillet, la Commune, la République... Après, chacun pense ce qu'il veut. Non, mais je suis d'accord, mais j'ai le droit de répondre. Moi, je suis outré d'entendre ce genre de bêtises. Mais c'est que le cumul entre une opinion plutôt défavorable, entre une démocratie sociale plutôt défavorable, fait effectivement beaucoup dans la balance. C'est ça qui se passe aujourd'hui, en réalité. En tout cas, les avis qui divergent, c'est ce qui nourrit aussi le débat. Merci beaucoup Didier Mauss d'avoir été avec nous, conseiller d'État et expert en droit constitutionnel. Grâce à vous, on a tout compris. Merci Mickaël, merci Arnaud. On reste ensemble jusqu'à 19h dans quelques instants. Ça va nous détendre. C'est le quiz de l'actu et des Kikadi. Ça va dans tous les sens. Ah là, il y a tout le monde à parler là. Donc j'espère que vous avez révisé vos plaquettes. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous rejoindre. En tout cas, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Aujourd'hui, en cette période de mouvements sociaux, de grandes manifestations, 0826 300 300, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Narbonne,
que vous soyez à Perpignan, un petit peu partout en France, à Bordeaux, dans des grandes villes ou pas, ou dans des plus petites communes. Vous avez envie de nous raconter ce qui se passe. 0826 300 300. L'antenne vous est ouverte, bien entendu, avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois et avec Tom Conan. Et Arnaud, notre auditeur, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mon cher Arnaud. On peut dire à Arnaud qu'il gagne des points retraite. Il y a de la décote. Bien sûr, oui. On a fait ça avec le futur projet de loi. Vous gagnez des trucs. Arnaud, Je pense que je l'aurai jamais la retraite. Ne vous laissez pas faire. Vous jouez contre qui? Contre Philippe Bilger, Françoise Degois ou Tom Conan? Contre Tom. Contre Tom, d'accord. Donc vous êtes avec Philippe Bilger et avec Françoise Degois. Allez, on démarre tout de suite. C'est une question Kikadi. Kikadi, j'appelle les Français partout où ils sont, sur leur lieu de travail, à participer aux grèves reconductives. Non. Martinez. Non, y compris à participer au blocage Mélenchon. Non plus. Aux grèves reconductives, à faire bloquer tous les outils de travail, à faire en sorte de mettre le pays à l'arrêt, et y compris de participer au blocage. Non plus. Mélenchon. Non, Mélenchon a dit. Quelqu'un qui est beaucoup plus modéré et qui tout à coup se radicalise. Valérie Rabault. Non. Patrick Bruel. Non, c'est un homme. Non. Fabien Roussel. Fabien Roussel. Bonne réponse de Françoise Degois. Je me souviens maintenant de sa Je l'avais citation. pas imaginé. Si. Il est communiste. D'accord, mais C'est pas parce que c'est un communiste aimé par la droite que Deuxième c'est pas le plus radical des communistes. Qui a dit, après l'adoption de la réforme des retraites par le 49.3, Emmanuel Macron a fait le choix de donner une seconde gifle au peuple français. Mélenchon. Non. Ruffin. Non. On va dire les mêmes. C'est une femme. Une femme. Oui. Marine Le Pen. Bonne réponse de Je me Françoise souviens qu'elle Degois. l'a dit, c'est ça. Je l'avais dit, mais bon. Il l'avait dit alors. Bravo Arnaud. Bravo Alors, Arnaud. bravo Arnaud. Écoutez bien. Qui a tweeté? Les Français vont venir vous chercher et vous dégager. Thomas Porte. Absolument. Bonne réponse de Françoise Degois. Député insoumis. Et je peux me permettre de dire que je trouve que c'est tout à fait déplacé. Ça, j'aime pas ça. Vraiment. Qui a dit, il a jeté un bidon d'essence sur le feu, pas d'huile, un bidon d'essence. Laurent Berger. Non. Mélenchon. Oui, Philippe Martinez. c'est hier, dans Bonne ça. réponse. Dans l'interview, il a dit c'est du foutage de gueule, il a mis un bidon d'essence. Alors, pas de nouvelles de Tom Conan. Je suis là, mais c'est vrai qu'on oscille entre les mêmes prénoms, c'est un peu difficile. Je voulais dire Mylène Farmer ou Patrick Bruel, mais apparemment ça marchait pas. On est à 8-0. D'accord. Oui, mais c'est pas fini. Merci Philippe de rappeler le score, ça me fait plaisir. Arnaud, vous êtes prêt? Oui. Qui a dit d'Emmanuel Macron? Cet homme a mis le feu et fermé toutes les issues. C'est assez intelligent, mais c'est dur. Fort, non? Ça peut pas Non. être Berger? Non. Non. Rousseau, non. Ruffin? Non. C'est Mélenchon. Bonne réponse de Tom Conan qui sauve l'honneur. C'est Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu. Mélenchon. Je l'ai pas Qui entendu. a dit, nous n'avons pas de leçon à recevoir de gens qui ne seraient même pas capables de faire tourner une pizzeria pendant 3 mois. C'est marrant, ça. Non. Ah, c'est très drôle. François Ombril, non parce que Bonne réponse de Françoise Degois, Il est le exceptionnel. patron de la CFDT. Vous avez vu François Ombril hier, j'ai écouté là quand il a parlé de la pizza, mais avant, il était extraordinaire. Il a dit bon, alors il y a la maison et il faut demander à Emmanuel Macron ce qui reste à casser. Voilà, il a cassé à peu près toutes les pièces. Donc soyez sympa de nous dire qu'est-ce que vous voulez encore casser. Je trouve ça. Alors le score, excellent. 10 à 2. 10 Bah à oui. 2. Oh, bah, Vous on fait avez encore une gagné, question. Arnaud. Non. Oui. Non. Bon, bravo Arnaud. 10-2, ça c'est un Merci. score. Je suis l'actu, mes amis. Oui. Ombril, vous l'aimez bien, Ombril. Moi, j'aime bien. J'ai envie de dire que le match est plié, Tom Oui. Conan. Voilà, je suis Je me désolée. rattraperai dans d'autres circonstances ou par d'autres Tom biais. Conan, oui, absolument. c'est le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Veuillez renouveler votre appel. J'ai quand même sauvé vaguement l'honneur. Dans un instant, les amis, le coup de cœur de Philippe David sur une journée particulière, puisque aujourd'hui, c'est le 5e anniversaire de la disparition du colonel Arnaud Beltrame. On en parlera dans quelques instants. Félix Mathieu viendra nous faire ce qui buzz sur les réseaux sociaux et puis, bien entendu, le tour de l'actu des vraies voix. Et je vous rappelle que si vous êtes dans une manifestation où que vous soyez, vous avez envie d'en parler, vous avez envie de remonter des informations, crier votre soutien genre à Emmanuel Macron ou au reste, voilà, ou à la manifestation. Dire que vous êtes fan des vraies voix. 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
La météo fléchit, mais ça ne fléchit pas dans les vraies voix. 0826 300 300 avec Philippe Bilger aujourd'hui, avec Françoise de Gois, avec Tom Conan, bien entendu. Vous pouvez nous appeler si vous êtes dans les manifestations, vous avez envie de parler forcément de cette réforme des retraites, nous dire pourquoi vous êtes dans la rue, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui. 0826 300 300, où que vous soyez en France, l'antenne vous est ouverte jusqu'à 19h. Tout de suite, le coup de cœur de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et ce coup de cœur pour le colonel Arnaud Beltrame, dont nous célébrons aujourd'hui le 5e anniversaire de la disparition. Oui, Cécile, c'est un coup de cœur ému, comme vous l'avez dit, pour le colonel Arnaud Beltrame, qui a été assassiné il y a 5 ans aujourd'hui. Un officier de gendarmerie mort en héros pour sauver la vie d'otage et qui a été tué par un terroriste islamiste dans le Super U de Trèbes, dans l'Aude. Un héros à titre posthume, dont toute la France connaît le nom, certaines rues ou établissements scolaires s'appelant désormais Arnaud Beltrame. Alors je voulais rendre hommage à ce héros et avoir une pensée pour les 3 autres victimes qui s'appelaient Jean Mazière, Christian Medves et Hervé Sosna, pour qu'on ne les oublie pas, qu'ils reposent tous en paix. Et 0826 300 300, on a un invité pour en parler, bien entendu, c'est le maire de Trèbes qui est avec nous, Éric Ménassi. Bonsoir, merci d'être avec nous en cette journée. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. On imagine, Éric Ménassi, que l'émotion doit être encore très forte à Trèbes 5 ans après. Oui, bien sûr. Vous vous en doutez, chaque année, quand cette date du 23 mars revient, il y a une vraie émotion qui envahit l'ensemble de notre petite ville et plus particulièrement les familles des victimes. Comment se sont passés les hommages rendus aujourd'hui à Carcassonne et à Trèbes? Parce qu'on rappelle que Jean Mazière, la première victime, avait été tué à Carcassonne, contrairement à Christian Medves et Hervé Sosna, qui eux avaient été assassinés à Trèbes. Aujourd'hui, deux cérémonies ont eu lieu. La première très officielle à Carcassonne, en présence des autorités civiles et militaires. La seconde dans un format un peu plus intimiste à la demande des familles. Un moment de recueillement a eu lieu sur le parvis de la mairie, où une stèle avait été érigée au lendemain des attentats. C'est un exercice extrêmement délicat que de se souvenir. Pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est à la fois douloureux et extrêmement courageux pour les familles de pouvoir se remémorer tout ça, mais c'est aussi un exercice qui nous oblige, et je crois que le devoir de mémoire nous impose de nous rappeler. Tom, effectivement, oui, non, mais voilà, juste commenter le fait que le travail de mémoire, en effet, c'est quelque chose de très compliqué, parce que justement, on est assailli d'informations, on est aussi nous-mêmes dans nos propres problèmes, forcément, à notre échelle individuelle, mais c'est extrêmement important de se rappeler qu'il y ait des prises de parole, qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des hommages de ce type qui sont faits. Arnaud Beltrame, effectivement, a marqué, je pense, quand même beaucoup les esprits, beaucoup de personnes s'étaient manifestées à cette occasion-là, et en fait il ne faut pas oublier sur la durée que c'est quelque chose qui doit continuer à se faire ensuite. C'est pas parce que c'est encore récent qu'il faut en parler, il faut en parler chaque année, c'est absolument impératif. Merci Philippe, sur le coup de cœur, j'ai encore les larmes aux yeux quand je me souviens de l'héroïsme d'Arnaud Beltrame. On rappelle quand même, parce que peut-être que les gens ont oublié, il se substitue à un otage. Absolument. Il sauve une jeune caissière et il est dans un face-à-face en fait avec le terroriste, et en fait il a laissé son portable ouvert et le GIGN entend, et au moment où il essaie de désarmer le terroriste, il crie assaut, assaut. Il sait qu'il va mourir parce que le terroriste lui tire dessus. Non mais j'ai vraiment les larmes aux yeux parce que c'est un héroïsme tellement grandiose que je remercie monsieur le maire de toujours être là pour rendre hommage à cet officier, ce militaire exceptionnel. Voilà. C'est l'occasion de... Je ne peux que souscrire à ce que viennent de dire Françoise et Tom, bien sûr. Absolument. Je salue monsieur le maire. Ouais, bravo. Et Philippe, hommage rendu aussi à la gendarmerie et à toutes les forces, pour toutes nos forces de l'ordre aussi. Forcément, bien sûr. Dans le cadre de ces actes terroristes. Merci beaucoup, Éric Ménassi, monsieur le maire, d'avoir été avec nous pour cet hommage. Tout de suite. Merci à vous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. La suite avec Félix Mathieu. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu, on revient ce soir sur des scènes de tension dans les manifestations contre la réforme des retraites. D'ailleurs, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 où que vous soyez. Avec un face-à-face violent sur fond de feu de barricade à Paris entre policiers et Black Blocs. Des
détention situé dans le quartier des Grands Boulevards de la capitale. Grands Boulevards qui se hisse donc en tête des tendances Twitter ce soir. Autre hashtag dominant, Manif 23 mars, Révolution 2023, blocage total. Violence policière aussi, peut-on lire. Au contraire, Gérald Darmanin s'indigne après ce début d'incendie au commissariat de Lorient. Inacceptable attaque et dégradation contre la sous-préfecture et le commissariat de Lorient. Pensez aux fonctionnaires blessés. Ces actes ne peuvent pas rester impunis, selon le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Mais sur un registre plus consensuel du côté de Nice, on a aussi Stéphanie Gaziglia de Nice Matin qui partage une petite vidéo, une petite scène. Le joli geste, la police avec nous. Les forces de l'ordre baissent le bouclier et enlèvent le casque à Nice, nous explique cette journaliste de Nice Matin. Je voulais dire quelque chose, c'est inimaginable de mettre le feu à un commissariat. Voilà. Il y a beaucoup de policiers qui sont blessés, il y a également beaucoup de journalistes qui sont en train de partager une vidéo où vous voyez une charge de CRS qui tape, vous voyez un monsieur qui a 80 ans, une nana avec son enfant, il tape comme des brutes. Moi je sens quand même, et j'écoutais Mathieu Vallée, je ne suis pas souvent d'accord avec ce syndicaliste policier que je trouve beaucoup trop radical, mais il a dit une chose qui était sur CNews, je pense avant-hier, il a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, on va pas recommencer comme avec les Gilets jaunes, nous ne laisserons pas ce gouvernement nous obliger à régler nous-mêmes le problème politique et social, parce que voyez-vous, 80% des policiers sont opposés eux aussi à cette réforme des retraites. Donc, et la peur, c'est quand même que les policiers soient tellement crevés qu'on en arrive. Je note quand même le changement de doctrine du maintien de l'ordre qui était parfait. Depuis que la motion de censure a été rejetée, on repart dans les démons. Allez voir ces vidéos de ce commissariat qui brûle, c'est indigne, et de ces CRS qui tapent sur tout ce qui bouge. Alors François, la colère est montée aussi d'un cran, il faut le signaler aussi. Ok, elle est montée d'un cran, mais moi, on peut pas dire les policiers blessés, Gérald Darmanin, ils vont pas recommencer. Ok, il y a des manifestants aujourd'hui qui sont blessés. Vous allez voir ces vidéos, elles sont pas prises par des militants politiques, c'est hallucinant. Vous voyez une charge de ces... Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la doctrine du maintien de l'ordre a changé. On va recommencer comme avec les Gilets jaunes pour empêcher les gens, bien sûr, les décourager d'aller manifester. C'est pas comme ça qu'Emmanuel Macron réglera son problème politique, et les policiers ont raison de se révolter. Je suis pas d'accord avec Françoise. J'ai pas vu les vidéos. Allez voir. Mais d'abord, encore une fois, on confond la force légitime de la police avec les violences dont elle est l'objet, et je récuse, comme je l'ai fait au moment des Gilets jaunes, le parallélisme constant qu'on fait entre les agressions faites à la police et la force légitime qu'elle utilise. Mais j'ai pas vu les vidéos. Écoute, si on a la certitude d'un policier qui commet le pire, il sera poursuivi. Il y a clairement eu des débordements, effectivement. Là, il y a des images qui l'attestent. Et effectivement, il y a par ailleurs le précédent des Gilets jaunes. Encore une fois, il y a beaucoup d'affaires autour des violences policières, même si cette expression est toujours compliquée à dire, mais elle existe pourtant, c'est une réalité. Et ça, les gens, ils ont encore toutes ces images gravées dans leur mémoire. Donc si ça continue, là, ça va vraiment pas se passer. Hein. Oui, mais le ton monte un petit peu partout. Ouais. Ça, il faut le dire aussi des deux côtés. Allez. Vous restez avec nous dans un instant, on fait une petite pause, le temps de reprendre nos esprits. 0826 300 300, bien entendu, l'antenne vous est ouverte, vous venez nous parler, où que vous soyez, si vous êtes dans les manifestations, si vous soutenez bien sûr ces manifestations, si vous soutenez peut-être ceux qui soutiennent Emmanuel Macron, hein, il y en a certainement aussi, et on reviendra sur le tour de table de l'actu des vraies voix. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix, oui, c'est bien sûr le titre de l'émission. Bienvenue sur Sud Radio. Entre 18h15. On est dans l'instantanéité, les choses évoluent tellement vite. Voilà, Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gaulle est avec nous, Tom Conan est avec nous, notre ami auteur avec votre livre Pollution. Voilà, chez Albert Michel, toujours. Il y a beaucoup de pollution dans la rue. J'avais tout prédit. Hein. Ah bah ça c'est sûr. En ce moment, il y a beaucoup de pollution. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger nous emmène aux Pays-Bas pour les dernières élections aux Pays-Bas. J'ai été très intéressé, Cécile, par un article du Monde qui parle de l'ascension fulgurante de Caroline van der Plas.
Et je me suis demandé, au fond, pourquoi les Français... Il faut expliquer qu'elle a créé un parti fermier et agriculteur. Paysan, voilà, c'est absolument. Ça. Et apparemment, elle a beaucoup de succès. Et elle est distincte de la force conservatrice et de la force d'extrême droite, même si elle a des similitudes avec certaines de leurs positions. Mais elle défend absolument la cause paysanne en disant qu'on les embête, pour ne pas dire autre chose, qu'on les soumet à des entraves intolérables. Et je me demande pourquoi en France, en définitive, personne n'a eu l'idée de constituer un parti paysan. Ça existe, il y a le mouvement de la ruralité. Où avance chasse, pêche, nature et tradition, c'était peut-être un peu ça, non? Oui, c'était un peu ça. Ouais. Mais bon, c'était peut-être pas aussi structuré. Ça marche pas en fait, parce que on a des syndicats très puissants. Et puis on a connu des mouvements paysans. Bien sûr, paysans ouvriers, mai 68, vraiment était très puissant, et bien avant, très puissant. Donc après, et puis de toute façon après les jacqueries, si on remonte encore, vraiment les paysans ont toujours fait bouger. C'est marrant, il a raison, Philippe. En France, les paysans ont toujours fait bouger le pouvoir. En plus, on les aime les paysans. On les personne ne moufte quand les paysans rentrent en scène. Je peux vous dire, je vous raconte quand même la petite anecdote pour y avoir travaillé. Vous savez qu'au ministère de l'Agriculture, vous avez une grosse clé. Une clé qui date de notre âge, qui vous permet en réalité d'ouvrir un portail qui donne derrière sur le ministère du Travail, qui vous permet de vous tirer en cas d'envahissement par les paysans de la rue de Varennes. Non mais c'est vrai, c'est drôle. Personne ne moufte quand les paysans... C'est pour prendre la clé des champs. Ouais, mais quand les tracteurs débarquent dans des grandes villes... Personne ne moufte. Vous avez les préfectures, on explique les gilets jaunes, en tout cas. Allez donc vous faire les manifs de paysans, vous allez voir. Donc les paysans, c'est vrai, ont bougé la France, mais différemment qu'à travers la politique. Et ils y allaient. C'est chaud. Et le pire, paysan et marin-pêcheur. Là, je pense que c'est vraiment les marins-pêcheurs, c'est le summum. Et ça, mais ils sont aussi très affaiblis aujourd'hui dans leur morale, dans leur situation économique. C'est aussi ça aussi qui fait peut-être que ils n'ont pas forcément la force, le temps disponible, la matière pour pouvoir s'engager dans ce genre de processus. D'ailleurs, je rappelle une scène très intéressante de Sérotonine, un des derniers bouquins de Michel Houellebecq, avec justement un agriculteur qui se lance dans un combat de ce type jusqu'à en perdre sa peau, et c'est très émouvant. Et ça rappelle en effet les histoires de France. Mais aujourd'hui, ça me semble effectivement assez peu probable. Oui, parce que les syndicats sont très forts, tout simplement. La FNSEA reste quasiment un interlocuteur politique d'un gouvernement. C'est un syndicat, mais vous discutez avec la FNSEA, moi je l'ai vu à l'agriculture, quel que soit que vous soyez de gauche ou de droite, vous discutez comme avec un patron de parti, quasiment. Françoise Degout, à votre tour de table, dans les caisses de greffe, on comptabilise plus de 2 millions d'euros enregistrés, un record. C'est complètement délirant. Même Solidarité, qui est la caisse de grève interprofessionnelle, n'en revient pas. Ce qu'il faudrait expliquer pour ceux qui ne savent pas, que c'est pour aider les grévistes. Voilà, c'est les caisses de grève, c'est-à-dire que c'est pour aider les grévistes qui ont perdu des jours de grève, et on redistribue l'argent. Alors, on sait, la CFDT a un véritable trésor de guerre. La CFDT, elle a quelque chose comme 120 millions d'euros qu'elle a cumulés, qu'elle a gardés, qu'elle a quasiment en dotation. Et donc, ces 120 millions d'euros... Il faut l'injecter dans les retraites. Laurent Berger dit qu'ils peuvent tenir quasiment 3 semaines à 1 mois en compensant tout ce que leurs affiliés en fait perdent. Mais ce qui est intéressant, donc la CFDT, on sait qu'elle a un trésor de guerre. Ce qui est intéressant, c'est Solidarité, donc cette caisse de grève interprofessionnelle qui a commencé à monter. Déjà, le premier jour des manifs, ils étaient à 30 000 euros. Après, ils sont passés à 1 million. Et depuis hier, ils ont franchi la barre des 2 millions avec un donateur qui a donné 30 000 euros. Alors, oui, carrément d'un coup. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi qui est fort là-dedans. C'est-à-dire que vous avez aussi des gens qui font grève par procuration. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire grève parce que ça leur coûte trop cher. Ils sont affiliés à aucun syndicat. Mais quand même, ils soutiennent la grève. Ils donnent de l'argent. Et moi, je trouve que ça aussi, ça participe du caractère assez unique de ce que nous sommes en train de vivre. Un mot, Philippe Bilger? Le gars qui a donné 30 000 euros, peut-être a-t-il donné la même somme de l'autre côté, prudent comme à certaines périodes de l'histoire. Non, je tiens juste à dire, je vous coupe pour vous dire que moi j'ai un de mes copains qui a donné à ces caisses de grève, voilà, et qui ne soutient pas la manifestation, mais qui le donne pour que le droit de grève puisse continuer. C'est autre chose. Beaucoup de gens qui font ça, beaucoup de gens qui font ça. Mais il n'est pas menacé, heureusement. Il n'est pas menacé, il n'est pas menacé.
Oui, je dirais même qui. Oui, enfin bon, si vous allez trop loin dans les réquisitions, n'exagérez pas non plus. Alors, en tout cas, la démocratie sociale est assez piétinée. Pour la première fois, elle ne l'est plus, c'est pas mal. Un sujet un petit peu plus léger avec Tom, puisque nous, on a des ovnis chez nous, mais il n'y a pas que nous qui voyons des ovnis. Voilà, parce que moi j'aime beaucoup ce qui se passe dans l'espace, même si je ne connais pas trop ce territoire-là. Donc il y a eu effectivement un objet interstellaire qui s'appelle Oumuamua, qui a été baptisé ainsi en 2017, qui avait un peu déconcerté les astrophysiciens parce que sa forme était assez particulière et parce que c'était une comète qui n'avait pas de queue. Parce que normalement une comète il y a une queue de comète toujours. Oui. Exactement. Et non, donc, c'est pas la peine d'avoir ce regard grégoire. Mais non, je parle de science. Il se tourne vers moi. C'est du transgenrisme. C'est du transgenre en fait. Et donc en fait, on a un cadre du Pentagone et également un ancien directeur d'astronomie de l'université d'Harvard qui s'appelle Avi Loeb, qui est quelqu'un vraiment de très réputé, qui est pas du tout un hurluberlu, qui a considéré dans un bouquin en 2021 qui s'appelle Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre que cette comète de 2017 c'était bien un vaisseau extraterrestre. Ah bon ? Parce qu'effectivement sa forme, sa trajectoire, sa vitesse était vraiment inexplicable. Alors évidemment ça fait un peu rêver, enfin en tout cas je trouve que ça intrigue, mais il semblerait finalement, il y a eu d'autres analyses qui ont été menées par des astrophysiciens, qu'en réalité effectivement, donc c'est Jennifer Bernier qui nous dit ça, en effet si Oumuamua n'a pas de queue, c'est probablement parce qu'elle est beaucoup plus petite que toutes les comètes observées jusqu'ici. Donc selon elle, ça écarterait l'hypothèse qu'il y aurait bien un vaisseau extraterrestre donc qui serait rentré dans l'espace interstellaire en 2017. Mais voilà, le débat existe toujours. Encore une fois, la personne dont je vous ai parlé, qui dirigeait le département d'astronomie à Harvard, maintient ses positions. Et il y a d'autres personnes également derrière lui. Donc c'est assez fascinant. Il y a quand même plein de sujets aujourd'hui dont on n'a pas trouvé d'issue. En plus, et qui sont plus tabous. Nathalie Cabrol, j'en parle tout le temps parce qu'elle est juste exceptionnelle. C'est une exobiologiste. Et donc, depuis des années, avec la NASA, elle travaille sur les vies extraterrestres. Et donc, petit à petit, est en train de s'installer dans le sens commun que, bien sûr, il y a des vies parallèles, il y a des vies extraterrestres. Et elle travaille. On a un représentant ici, c'est évidemment Philippe David, qui est arrivé dans la comète en 2017. Mais quand je vous ai vu, j'ai dit maison. Mais donc, est-ce qu'on pourrait savoir, est-ce qu'il a une queue? Parce que c'est pour savoir si c'est une comète normale. Je voulais dire, lisez les bouquins de Nathalie Cabrol, c'est vraiment. On pourrait vous retrouver là-haut. On va l'envoyer là-haut. Écoutez. En tout cas, Tom est très inventif, il parle de l'intime. E.T. Téléphone maison. Non mais ce qui était farfelu, et merci Tom d'avoir pris ce sujet, ce qui était farfelu il y a quelques années, tous les procès qui ont été faits aux gens, enfin bon bref, la zone 51 on connaît tout ça, eh bien ça devient quelque chose qui est maintenant étudié, il devient acquis qu'il y a des vies extraterrestres. Il faut vraiment juste les trouver, on peut envoyer un ambassadeur Bilger. Absolument. On l'envoie dans une capsule, on dit nous sommes le représentant de la Terre, venez nous parler. C'est ça. Allez, en parlant, pour envoyer Macron, beaucoup. Tout le monde se tire. Merci les amis. En parlant de téléphone maison, 0826 300, c'est votre maison. Vous pouvez nous appeler bien entendu, puisqu'on va revenir sur les manifestations aujourd'hui, les mobilisations. On sera en direct avec nos envoyés spéciaux à Marseille et à Paris. Vous voulez nous appeler? Eh ben c'est clair, on vous attend. L'antenne vous est ouverte. Vous avez la possibilité de parler jusqu'à 19h. On dirait le Corcovado. On vous accueille bras ouverts, qui que vous soyez, vous avez envie de parler, de vous exprimer, eh bien on vous ouvre les micros. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, notre éditorialiste Sud Radio LCI, Tom Conan, aujourd'hui auteur de Pollution, publié chez Albin Michel, et vous au 0826 300 300, puisqu'on ne vous oublie pas, puisqu'on fait cette émission par vous et pour vous. Tout de suite le coup de projecteur. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et d'après les chiffres de la CGT, 280 000 manifestants défilent aujourd'hui à Marseille, une mobilisation 2 fois plus importante que lors de la journée du 15 mars. Le regain de mobilisation est à l'ordre du jour un petit peu partout en France pour cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, cher Philippe. Oui, et la tendance est la même partout. 40 000 à Nice, 30 000 à Toulon, 50 000 au Havre. Depuis ce matin, de nombreux blocages ont lieu dans les ports, les routes et des raffineries par exemple. Alors est-ce que vous soutenez
soutenez ces manifestations? Est-ce que pour vous, elles sont un succès alors que la loi a été votée? Vous étiez en manifestation, vous y êtes encore? Appelez-nous au 0826 300 300. En tout cas, à cette question, les manifestations sont-elles un succès? Pour l'instant, vous dites oui à 89%. Et on part directement à Marseille, à Paris, pardon, à Marseille. On a Marseille d'abord. Direct avec Lionel Maillet qui est avec nous. Bonsoir Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Comment ça va? Ça va Lionel? Ça va parce que ça s'est bien passé à Marseille, contrairement à Paris. C'était ce matin. Et racontez-nous, alors beaucoup de monde, quelle ambiance, les gens, on va dire, à tout feu, tout flamme, ou alors ils disent on va manifester mais c'est fini, la loi est passée, racontez-nous. Non, dans une grande majorité, les gens sont très très remontés, et d'ailleurs pas forcément parce qu'ils ont vu hier le président, parce qu'il disait tout simplement, on savait ce qui allait être annoncé, c'est-à-dire rien du tout, pas grand-chose, donc on était déjà galvanisés en fait, surtout par le 49.3. À Marseille, ça a démarré donc comme d'habitude sur le Vieux-Port à 10h30. Il y avait pas mal de gens aussi qui manifestaient pour la première fois, et ça c'est assez notable parce que justement tout ce qui s'est passé, le 49.3, l'émotion de censure, et encore une fois l'interview, même si elle a un peu soufflé sur les braises, mais franchement il fallait pas ça pour galvaniser ces manifestants. Ça s'est bien passé, il y avait 280 000 personnes disent la CGT. Honnêtement ça paraît un peu beaucoup, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de monde. En tout cas il n'y avait pas une baisse de mobilisation par rapport au 7 mars qui est un peu la date référence. La police, elle, en compte 16 000. Bon, c'est toujours pareil, il y a un énorme écart à Marseille. Ça s'est bien passé jusqu'en début d'après-midi, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la manifestation. Quand les syndicats ont plié boutique, il y a un millier de personnes qui se sont dispersées dans la ville, notamment du côté de la Porte d'Aix et sur la Canebière. C'est des petits groupes qui s'en sont pris un petit peu au CRS, mais franchement, rien à voir avec ce qui se passe à Paris. Il y a eu quelques feux de poubelle, mais voilà, pas d'incident à déplorer, et à ce que je sache, pas d'interpellation à cette heure-ci. Un mot, et après on part à Paris, ensuite on ira à Toulouse où ça bouge aussi beaucoup. Françoise Lebois. Pour dire que ce que Lionel nous dit est assez intéressant, des primo-manifestants, on voit aussi, je ne sais pas si Lionel l'a constaté dans les cortèges, on voit énormément de jeunes, ça c'est assez nouveau, oui. C'est la première fois qu'il y a autant de jeunes, et merci pour cette retransmission. Il va pas falloir que les préfectures de police nous truandent et le ministère de l'Intérieur sur les chiffrages, c'est pas possible de s'amuser à ça parce que les gens voient tout. Je vous parlais de Marseille, je donnais la ville de Tarbes grâce à mes amis Pascal et Yves. Eh bien, la ville de Tarbes, 42 000 habitants, 24 000 manifestants aujourd'hui. Et Tarbes, c'est 75 000, 80 000 habitants. Non, 42 000 habitants à Tarbes, 24 000 manifestants. Mais l'agglo, 80 000. Et oui, moi, c'est ce que je vois aussi sur les gens, notamment les publics jeunes, c'est des personnes qui sont engagées quasiment depuis le début. Il y a énormément de personnes que je connais dans mon entourage, plus ou moins proches, qui sont vraiment, à Paris en l'occurrence plutôt, sur le terrain quasiment à chaque fois qu'il y a une manifestation. Et vraiment, on voit qu'ils continuent le mouvement, ils ne veulent pas s'arrêter là, y compris depuis le vote. Allez, on quitte Paris, direction quitte Marseille, direction Toulouse, avec Christine Bouillot qui est avec nous. Bonsoir Christine. Adeline Divou à Adeline Paris. D'abord, ok, très bien, excusez-moi. Adeline Divou qui est à Paris. Adeline, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Donc je suis actuellement sur l'avenue de l'Opéra. Donc je viens d'arriver, on sent qu'il y a un peu la fin de la manifestation où les gens commencent à repartir. Donc grosse tension ce soir à Paris. Donc ça avait très bien démarré, place de la Bastille pendant 2 heures, ambiance très bon enfant, avec des sociétés, des chants, enfin, comme une manifestation normale. Oui. Et puis vers 16 heures, ça a commencé à se tendre avec des feux de poubelle, puis des lancers de pavés aussi. La police a annoncé qu'il y avait 1000 black blocs dans la manifestation. Donc il y a eu des affrontements entre les black blocs et les policiers. Il y a eu des pavés lancés. Donc là, on entend encore, il y a des choses qui sont lancées. Je vois pas très bien parce que je suis un peu éloignée. Et il y a eu des pavés lancés, par exemple, sur des vitrines de magasins. Un McDo qui a été la vitrine totalement cassée. Il y a eu une vingtaine d'interpellations. Enfin, c'était les derniers résultats que j'ai vus il y a à peu près une demi-heure. Là, là où je suis actuellement, il y a une bande de gendarmes CRS qui se sont placés au milieu du boulevard de l'avenue. Il semblerait un affrontement, mais ça semble plutôt calme à l'heure qu'il est.
On a retrouvé le calme. Vous restez avec nous, Adeline. 0826 300 300. Fabrice qui est avec nous. Je peux dire un mot sur Adeline. Merci pour cette retransmission. Je voulais dire que hier, j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé tout à l'heure avec Philippe Bilger. J'avais senti hier à quel point les syndicalistes n'étaient pas contents du parcours qui avait été proposé par la préfecture de police de Paris, car rarement on passe sur les grands boulevards et ce sont des lieux trop difficiles à sécuriser parce qu'il y a énormément de voies parallèles. Hier soir, les syndicalistes n'étaient pas satisfaits de ce parcours. Ils auraient préféré, avec tant de monde, un parcours plus simple. C'est ce que n'a pas fait. Le choix de la préfecture de police de Paris n'a pas été celui-là. Fabrice est avec nous au 0826 300 300. Fabrice, bonsoir. Vous avez manifesté à Toulouse aujourd'hui. Oui, bonsoir. Effectivement, j'étais dans la manifestation à Toulouse aujourd'hui, oui. Et comment ça s'est passé? On prendra Christine Bouillot dans quelques instants aussi. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Pour tout vous dire, moi, ça fait la 9e manifestation auquel je participe. Et pour la première fois, je me suis fait gazer. Donc, autant vous dire que, bon, c'est pas très agréable, étant donné que tout était bien parti, c'était bon enfant, il y avait énormément de monde. Et pour la première fois, j'ai vu énormément de jeunes, d'étudiants qui se sont joints au mouvement et c'était très pacifique jusqu'au moment où effectivement, arrivé en début de cortège, comme malheureusement à chaque fois, il y a quelques échauffourées. Mais là, pour le coup, pour la première fois, les CRS ont riposté tout de suite avec des gaz lacrymogènes. Restez avec nous, Fabrice. On va prendre Christine Bouillot en direct de Toulouse aussi, qui a couvert cette manifestation. Bonsoir Christine Bouillot. Bonsoir Christine. Bonsoir les Brévois. Bonsoir. Coucou Christine. Alors Fabrice nous disait il y a quelques instants que la manifestation était plutôt bon enfant et qu'il a finalement fini par se faire gazer. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait effectivement énormément de monde, 150 000 personnes selon l'intersyndicale, 30 000 selon la préfecture. Ce chiffre peut même faire rire parce que c'est le même chiffre qui est donné à chaque manifestation à Toulouse. Donc c'est vrai que c'est quand même pas, on dirait pas sérieux, mais c'est compliqué d'y croire. En tous les cas, à un moment donné... Dans quel sens c'est compliqué d'y croire? 30 000. Compliqué 30 000. Il n'y a pas 30 000. Il n'y a peut-être pas 150 000 personnes, mais il n'y a pas 30 000 personnes, compte tenu de la densité de la manifestation. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un groupe de Black Bloc qui a été effectivement identifié en milieu du cortège, et donc la manifestation a été coupée en deux pour essayer de les extraire, et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à dégénérer. Et là, je peux vous dire que Toulouse est dans une scène de chaos un tout petit peu indescriptible, parce qu'en fait, en plus de ça, c'est rajouté donc les gazages pour essayer de disperser la foule, les canons à eau. Là, actuellement, tout le centre-ville est bouclé, mais en plus de ça, il y a eu une coupure de courant pour le centre-ville de Toulouse, 62 000 foyers coupés d'électricité, c'est tout l'hypercentre, le métro s'est arrêté, il a fallu faire évacuer les gens, il n'y a plus de bus, donc tout le monde est à pied. Donc c'est un peu le chaos ce soir à Toulouse, pour tout vous dire, et que cette manifestation qui avait très bien commencé, comme le disait l'auditeur, très bon enfant comme d'habitude, avec beaucoup de jeunes en effet. Alors il y a peut-être une explication, c'est que les campus se sont mobilisés cette fois-ci, et puis les lycéens également. N'oubliez pas que les lycéens ont passé leurs épreuves du bac, donc ils ont du temps, ils n'ont plus de cours à assurer, donc ils peuvent effectivement descendre dans la rue. Est-ce que je peux tenter une explication? Christine, quels étaient les slogans dominants? Est-ce que les retraites sont encore un problème, ou c'est véritablement une opposition à Emmanuel Macron qui s'éternise? C'est véritablement maintenant, c'est effectivement l'allocution du président de la République hier qui a, on va dire, exacerbé, qui a cette image d'attiser les tensions, et certainement il y a beaucoup de gens qui sont descendus, nous ont-ils dit, parce que dans la rue, parce que cette fois-ci ils se disent nous n'avons pas entendu, on ne comprend pas. Donc c'est effectivement les retraites qui sont, on va dire, le sous-jacent sur le dossier, mais aujourd'hui c'est véritablement un affrontement entre l'allocution du chef de l'État hier et la réponse de la rue aujourd'hui. Maintenant, ça va être compliqué de dire aux gens de se calmer, parce que là ça devient c'est assez impressionnant. Christine Bouillot, une question de 30 secondes. Ça a glissé sur la méthode. Christine, je sais que vous suivez tout le mouvement depuis le début, depuis janvier. Moi, je tente une théorie. Je pense qu'il y a un changement. On a tous salué la doctrine du maintien de l'ordre, notamment par Laurent Nunez à Paris et également dans les préfectures. Je tente l'explication du durcissement désormais des ordres qui sont donnés, de durcir la doctrine du maintien de l'ordre depuis
que la motion de censure a été rejetée. Mon sentiment est que nous sommes complètement en train de glisser à nouveau dans quelque chose d'aussi dur que pour les Gilets jaunes. Est-ce que je me trompe selon vous? Non, alors honnêtement, effectivement, François, vous avez raison, puisque les premières manifestations se faisaient tous la réflexion avec donc une présence policière très discrète, très efficace, mais vraiment qui se glissait dans la foule et qui finalement était presque transparente, j'allais dire. Aujourd'hui, elle est très visible. Hein, on retrouve effectivement les chars enfin, en tous les cas, les camions de CRS, une police très présente. Ce qui est normal au début du cortège, et puis tout d'un coup, il y a ce moment de tension en fin de cortège. Alors, il y a eu les images ces derniers temps, des manifestations, des poubelles brûlées dans Paris, mais là, avec les gros rassemblements, on a le sentiment qu'effectivement, il y a une partie des manifestants qui sont, et qui vous le disent, hein, ils vous disent, puisqu'on n'a rien obtenu, tant pis pour la violence, quoi. Voilà. Okay. C'est malheureux, mais effectivement, c'est comme si c'était le tout pour le tout, en fait. Rapidement, Tom, avant de prendre et je pense que c'est le tout pour le tout aussi, parce que Macron, il est quand même au début seulement de son deuxième mandat. Il y a encore 4 années, et c'est ça en fait qui n'est pas compréhensible, et je le comprends très bien par les manifestants et par beaucoup de Français, parce qu'ils se disent attends, on va devoir encore se coltiner ce même président avec des réformes compliquées à passer, d'autres textes pendant encore 4 ans. Ça paraît impensable pour la plupart des Français, en tout cas pour beaucoup de Français aujourd'hui en tout cas. Alors qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent le faire partir rapidement. Voilà. Là, le mais voilà, les élections seraient dans quelques mois, l'enjeu ne serait pas le même, ça pourrait apaiser les choses. Là, c'est pas le cas, il y a une impasse totale. 0826 300 300, le retour d'Arnaud sur ces manifestations qui nous appelle de Bordeaux. Ça doit s'arrêter ou ça doit se poursuivre selon vous? Selon moi, ça doit se poursuivre, mais c'est vrai que quand on voit les images encore d'aujourd'hui de violence, c'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Le pays est à feu et à sang. Et voilà, bien sûr qu'il faut continuer, mais moi, ce qui me fait très peur, c'est que ça risque d'être, de devenir de plus en plus violent. Et qu'est-ce qu'il y aura derrière? Est-ce qu'on va se retrouver avec, je sais pas, des couvre-feux, une loi martiale? Où ça va s'arrêter? Le pays est complètement fracturé. Ça fait mal pour notre pays de voir ce qui se passe. Sans parler des décès, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Les images aujourd'hui, une fois de plus, entre l'enseignante avec son pouce arraché, les gens qui se font massacrer. C'est fou, c'est fou. Oui, et les commissariats qui brûlent aussi, tu vois, il y a les deux. La violence des deux côtés. Bougez pas, Fabrice. Juste une question, Christine Bouillot, vous êtes toujours avec nous. Christine, que disent les gens? Est-ce qu'ils parlent d'une nouvelle mobilisation, d'une reconduction demain, après-demain? Ils sont prêts à continuer. Enfin, il y en a. Alors, il y a effectivement certains qui disent j'hésite avec la violence à venir à nouveau mobiliser et à venir manifester, mais il y a c'est ce qu'on disait entre confrères. C'est-à-dire qu'on a suivi les Gilets jaunes, on a suivi des manifestations, des raisons pour des mouvements sociaux, etc. Mais là, on a comme le sentiment que c'est au-delà de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement plus global. Christine, je ne sais pas comment le qualifier, mais on sent pas. Christine, vous êtes à Toulouse, 4e ville de France. On a eu Adeline à Paris, 1re ville de France. Lionel à Marseille, 2e ville. On part à Villeneuve-sur-Lot, petite ville où il y avait une manifestation. Bonsoir Hakim. Bonsoir Hakim. Oui, bonsoir. Bonsoir Hakim. Alors comment ça s'est passé dans Villeneuve-sur-Lot, qui est une ville très calme? Écoutez, c'était très calme. La marche a été très pacifique. On n'a eu aucun problème. Voilà, les gens Il y avait du monde. Combien de manifestants selon vous? Oui, il y avait du monde. Alors combien, je pourrais pas vous dire, parce que là, moi, en chiffres, c'est pas mon truc, je pourrais pas vous dire. Là, je serais vraiment, mais il y avait vraiment toutes les catégories sociales, tous les âges. Les gens sont descendus. Si vous voulez, le soufflet n'est pas retombé. Voilà, les gens, même si la loi est passée grâce au 49.3, les gens restent mobilisés. Hakim, pardon, vous faites quoi dans la vie, Hakim? Je suis prof, je suis enseignant. D'accord. Est-ce que ça veut dire que votre lycée aujourd'hui était aussi dans la manifestation? Est-ce que les élèves vous ont suivi? Est-ce que les profs aussi étaient avec vous? Alors non, il y a beaucoup de profs qui se mettent pas en grève. Il y en a qui se mettent en grève, oui, mais il y a aussi beaucoup de profs, il faut le dire, qui se mettent pas en grève. Faut bien le reconnaître. D'accord. Quant aux jeunes, moi à titre personnel, il y a des élèves qui m'ont un peu posé la question. Moi, je suis contre. Je leur dis toujours, il vaut mieux se concentrer sur les études. Vous avez le bac qui approche. J'aime pas trop que les élèves se mêlent trop de ça. Puis vous savez, quand
ça peut très très vite dégénérer avec les jeunes dans la rue. Moi, j'y suis pas trop favorable. Je préfère que les grands, les adultes prennent leurs responsabilités et regardent leur destin en main. Les jeunes, bon, ils ont quand même le temps, et je trouve que surtout à cette période de l'année, ils ont quand même normalement beaucoup de choses à faire, quoi, et beaucoup de choses à penser, quoi. Moi, j'y suis pas favorable. Hein. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est quand même très intéressant, ces manifestations. Elles sont dans les grandes villes, dans les petites villes, c'est partout. Hein. Merci beaucoup, Christine Bouillot, de nous avoir appelé. Un dernier petit mot, peut-être quelqu'un veut rebondir, ou Philippe Bilger. Merci, un succès partout. Je veux dire que je comprends, je vais dans le sens tout à fait de Christine Bouillot, de ce que nous ressentons tous. C'est quelque chose de global, qui n'a rien à voir avec les gilets jaunes, qui n'a rien à voir avec les manifs étudiants. C'est global, ça concerne la droite, la gauche. Il y a des gens qui votent pour tout le monde dans ces manifestations. Je ne vois pas comment Emmanuel Macron peut ne pas entendre, et je pense qu'il va être obligé de bouger. Et je trouve qu'il y a un effort aussi énorme, et j'espère que ça restera ainsi, pour qu'effectivement une manifestation soit le moins violente possible. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Il y avait même Ludivine Sagnier, l'actrice, qui parlait de ça sur Instagram tout à l'heure, en soutenant le mouvement en question. Et voilà, c'est vraiment l'enjeu actuel. Merci beaucoup, en tout cas, Adeline Divou, d'avoir été avec nous en direct de Paris. Lionel Maguet, en direct de Marseille. Merci beaucoup, Christine Bouillot, en direct de Toulouse. Et merci aux auditeurs qui nous ont appelés au 0826 300 300. Ça n'est pas fini, hein. Vous pouvez continuer de nous appeler. Nous serons avec Philippe Bilger, avec Françoise Degaut, avec Tom Conan et vous. Et on vous attend au standard jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Évidemment, c'est alors écoutez, ça gueule dans la rue, ça gueule dans le studio. J'ai des choses à dire, vraiment. Je suis très en colère parce que Laurent Nunez, préfet remarquable, a réussi pendant 8 manifestations à empêcher que les Black Blocs se forment. Et comme par hasard, aujourd'hui, il n'arrive pas à empêcher que les Black Blocs se forment. Résultat, vous avez un policier qui est en urgence, vous avez un manifestant qui a le nez cassé. Sérieusement, c'est quoi encore ce changement politique de doctrine? On va pas recommencer avec les gilets jaunes, avec un pouvoir qui s'amuse à instrumentaliser les Black Blocs pour pourrir les manifestations. C'est pas possible. Bon, Philippe Bilger, vous êtes... Non, Pardon, excusez-moi. Mais on va aller... La grande différence, à mes yeux aussi, avec les gilets jaunes, c'est que là, on est quand même sur une manifestation qui a un objectif assez précis, qui est quand même ancré dans une réalité on ne peut plus incontestable, qui est la question de la réforme des retraites, qui a été passée en force. On a largement évoqué ce point plusieurs fois. Et donc, en fait, c'est ça. C'est pas voilà, une révolte pour le plaisir. Les gens, ça les amuse pas de perdre leur salaire pour aller manifester, de perdre du temps, de risquer éventuellement d'être après dans des débordements qui les dépassent. Et donc, c'est ça, en fait, qu'il faut bien avoir en tête. Les gens, ils font pas ça pour se faire plaisir. Oui, enfin, et il y a toute la question générationnelle aussi. Vous avez vraiment l'impression que le ressort est incontestable. Non, en tout cas, il y a quand même beaucoup de gens, Tom, qui parlent de violence, qui disent que maintenant on va être violent. Alors, il y a quand même beaucoup de gens qui n'en parlent. Allez, on a Jean-Philippe qui vous attend. 0826 300 300, Jean-Philippe est avec nous. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, Jean-Philippe. Bonsoir, je vois qu'il y a de l'ambiance, c'est bien. Comme toujours dans les vraies voix. Vous savez, c'est le principe des vraies voix. Il y a des idées qui divergent, donc forcément, ça peut s'opposer. On vous écoute, Jean-Philippe. Eh bien, écoutez, non, bon, moi, on m'a demandé un petit résumé. Donc, nous, plutôt une ambiance bon enfant. Oui. Ouais, je vais être honnête, il y a eu un petit peu de casse sur les panneaux publicitaires, des choses comme ça, quelques poubelles qu'on brûlait, mais plutôt bon enfant, voilà, bien encadré par les syndicats. Vous étiez à Paris, Jean-Philippe, vous étiez à Paris. Exactement. Et puis, arrivé pas loin de Havre-Martin, passé à la station de chez Le Drouot, on a senti des effluves de gaz. Alors, je viens d'entendre Madame Degois, je me rappelle plus son prénom. Françoise, j'allais dire Elisabeth, mais Elisabeth, c'est l'autre. C'est pas le même style. Deux personnes différentes. Mais non, je les aime bien toutes les deux quand elles chamaillent, c'est bien. Nous aussi. Ça fait Elisabeth Degois, c'est comme ça. Et donc, on a senti des effluves de gaz lacrymo. Bon, là, on a dit, là, faut qu'on parte. Ouais. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'était les Black Blocs qui étaient devant, qu'on castagnait avec la police. Eh bien, ouais, j'ai du mal à comprendre moi aussi comment ils sont arrivés là, parce que nous, on n'en a pas vu.
Ouais. Voilà. On n'en a pas vu pendant tout le cortège. Se refermer. On a laissé le Black Bloc se reformer. Je suis désolé. Ça fait 8 manifestations qu'on empêche. Mais François, c'est ce que vous dites. Voilà. Après, il y a des idées qui divergent. Non, mais vous avez le droit de le dire. C'est quand même bizarre que depuis 8 manifestations avec des millions de gens, on n'arrive pas, le Black Bloc n'arrive pas à se former. Aujourd'hui, après le discours de Macron, quand le parcours législatif est terminé, le Black Bloc se reforme. Pardon, mais sérieux. Non, mais le trajet est mal choisi. Mais, on est d'accord. Mais c'est quand même tragique de se dire que la démocratie sociale n'a pas fonctionné au point que maintenant il se passe ce qu'il se passe. Enfin, c'est pas. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était quand même bien rappelé dans plusieurs sujets télévisés hier, c'est que il n'y a pas eu de négociation possible avec les partenaires sociaux. Et donc, du coup, aujourd'hui, ces corps intermédiaires ne font plus ce travail, ne peuvent plus faire ce travail-là, et donc il ne reste plus. En effet, les gens sont acculés. Il ne reste plus que la rue. Le calcul de penser que les violences vont retourner l'opinion en faveur d'Emmanuel Macron, c'est une folie. C'est dangereux. Et je crois la provocation d'hier du président reprochant aux syndicats de n'avoir rien proposé. Je suis d'accord avec toi. Mes amis, c'est odieux. Merci beaucoup. J'aurais adoré vous entendre encore. Merci Françoise Degois. Merci Tom Conan. À bientôt. En tout cas, de nous donner votre avis et de le partager. Et ça, c'est bien. Merci Jean-Philippe. Merci à toutes les équipes de Sud Radio qui étaient sur le place. Christine Bouillot, Adeline Divou et Lionel Maillet et tous ceux qui nous ont appelés aujourd'hui au 0826 300 300. Et Arnaud qui a gagné. Absolument, Arnaud qui a gagné. Et Jean-Philippe. Et surtout, prenez soin de vous. On reste ensemble avec Philippe David, les vraies voix qui font rouler la France. On va vous parler des pénuries, des ZFE. Mitsubishi sera avec nous. On va revenir aussi sur la sécheresse sur les voitures, en tout cas le permis. On vous fait un bloc général dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.